À la suite du mouvement MeToo, nous avons assisté à une libération de la parole des victimes de harcèlement moral et sexuel dans de nombreux secteurs d'activité. La profession d'avocat n'y a pas échappé, et ce d'autant plus que le départ prématuré de la profession des jeunes collaborateurs ne cesse de croître. En effet, les départs sont estimés à 22% avant 10 ans de carrière. Face à ce constat dramatique, nous rencontrons aujourd'hui Madame la bâtonnière Julie Couturier et Madame Carole Pinblanc, membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. Comment vous êtes-vous sentie investie de la lutte contre le harcèlement au sein de la profession d'avocat? Alors, quand on a fait campagne avec Vincent Nioré, c'est vrai qu'un des thèmes qui nous a beaucoup interpellés, c'était la question de l'égalité. Alors évidemment, la question du harcèlement et la question des discriminations, c'est, si on peut dire, la face pathologique de ces questions d'égalité. Et il faut aussi avoir une approche positive de l'égalité pour essayer d'assurer une égalité réelle. Mais c'est vrai qu'avant d'y arriver, il faut arriver à soigner cette pathologie que sont les comportements harcelants et discriminatoires. Il se trouve que notre profession n'a pas échappé aux différents mouvements de la société, que ce soit le mouvement MeToo ou un changement du rapport au travail, on le dit de façon très régulière. Et c'est la raison pour laquelle c'est un thème qui nous a paru très central, parce qu'on a, en rencontrant un certain nombre de confrères et de consoeurs, et notamment les plus jeunes, ressenti un vrai malaise et puis aussi fait le constat d'une absence d'attractivité de la profession de plus en plus inquiétant. Alors pendant de nombreuses années, j'ai été avocate bénévole pour les collaborateurs. Donc dans le cadre de cette activité de bénévolat, j'ai été amenée à recueillir la parole des collaborateurs qui notamment avaient été victimes de harcèlement et de discrimination. J'ai été amenée à les accompagner dans le cadre de ce contentieux, puisque c'est un contentieux. J'ai été amenée à saisir les instances de l'ordre. Et maintenant, j'ai changé de côté, c'est-à-dire que j'interviens, mais en phase de jugement de la Comadis et au sein des instances de l'ordre pour répondre justement à ces problématiques. Quelle est la situation type de harcèlement, s'il devait y en avoir qu'une seule, que vous avez le plus rencontrée au sein de cabinets d'avocats, et quelle est la situation de harcèlement subi par un collaborateur qui vous a le plus marqué? Alors, c'est difficile en fait de répondre à cette question parce qu'il y a des typologies relativement différentes. Bon, il y a évidemment le harcèlement sexuel qui est là pour le coup et la pathologie de la pathologie, si l'on peut dire. Mais c'est vrai que le harcèlement qu'on rencontre le plus souvent, c'est plus un harcèlement moral, c'est-à-dire souvent des comportements qui sont vraiment border, à la frontière, d'avocats qui se croient un peu tout permis avec leurs collaborateurs et qui donc vont les considérer non pas comme de la chair à canon, mais comme effectivement une main-d'œuvre corvéable à merci, et qui ne vont pas envisager leurs collaborateurs comme un avocat d'égal à égal, et qui du coup vont abuser de ce pouvoir dont ils croient effectivement disposer. Et c'est vrai que la frontière entre un avocat caractériel et un avocat harcelant n'est pas toujours complètement évidente à déceler, mais c'est vrai qu'on est marqué par aussi je ne veux pas stigmatiser évidemment une génération, mais c'est vrai que c'est assez générationnel, même s'il arrive aussi d'ailleurs aux jeunes d'être un peu harcelants. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a une certaine école qui considère que c'est une profession exigeante, que c'est comme ça, et qu'il faut souffrir pour être avocat. Et justement, comment pensez-vous pouvoir libérer la parole ? Alors d'abord en mettant en place des outils et des mécanismes, et depuis quelques années l'Ordre a mis en place un certain nombre d'outils, un certain nombre de mécanismes. C'est vrai que sur les questions vraiment de harcèlement, l'institution qui nous vient évidemment en premier, c'est la Comadis, qui est la commission harcèlement et discrimination, qui a été mise en place il y a plusieurs années maintenant, sur laquelle on a beaucoup plus communiqué ces derniers mois, parce que ça nous semble très important que les collaborateurs, et pas seulement d'ailleurs, que toutes les victimes présumées de harcèlement connaissent cette Comadis et sachent qu'elles peuvent s'y adresser. L'idée étant qu'on a aussi fait évoluer son fonctionnement ces dernières années, puisque on a d'abord une première phase qui est strictement confidentielle et de libération de la parole, et qui est une phase non contradictoire, puis une deuxième phase qui devient contradictoire. Et c'est vrai qu'on a un petit peu fait évoluer ce fonctionnement-là, parce que par peur des représailles, par peur, par absence de preuves, par crainte aussi que l'ordre ne serve à rien et ne sanctionne pas, on a aussi des victimes de harcèlement qui n'osaient pas aller en phase 2. Et du coup, les dossiers mouraient de leur belle mort, et du coup, ça donnait un effet très déceptif.
on a essayé de réorganiser un peu les choses de façon à ce que les informations remontent au bâtonnier ou à la bâtonnière en l'occurrence, qui peut ordonner en fait une enquête déontologique. L'enquête déontologique, c'est une prérogative propre du bâtonnier qui est prévue à l'article 187 du décret de 91 et qui permet de désigner d'anciens membres du Conseil de l'ordre qui vont mener un vrai travail d'enquête. Ce rapport n'est remis qu'au bâtonnier ou à la bâtonnière, qui va pouvoir ensuite décider si des poursuites disciplinaires peuvent être engagées. Et c'est vrai qu'il peut y avoir là aussi une garantie de confidentialité qui peut être assez rassurante. Donc dans les outils, on a cette Comadis, on a les référents collaboration aussi auxquels les collaborateurs peuvent s'adresser. Et puis il y a les outils, c'est une première chose. Et puis il y a la volonté politique, c'est-à-dire qu'il y a aussi une politique pénale. Et de ce point de vue, j'allais dire, on est en ligne aussi avec ce que pratique le tribunal, parce qu'on a une procureure qui affiche une vraie volonté politique de lutter contre les violences sexistes et sexuelles et les violences intrafamiliales. Et de la même façon, on affiche au barreau de Paris cette volonté très claire de poursuivre tous ces comportements susceptibles de caractériser du harcèlement. Elle commence en effet à être plus connue, mieux connue et donc plus saisie. On sent que les mentalités quand même évoluent doucement et que peu à peu les consoeurs et les confrères prennent conscience que l'ordre est à leur côté. En fait, on pourra libérer la parole en rassurant sur le fait que si l'ordre est saisi, l'ordre réagit. Contrairement à des idées reçues, et notamment le fait que l'ordre ne bougerait pas, ça n'est pas vrai. Et je sais qu'à chaque fois, c'est ce message que j'ai voulu faire passer aux collaborateurs, c'est l'ordre ne peut pas vous aider si vous ne le saisissez pas. Donc en fait, là, on voit que ça y est, ce message qu'on ne cesse de répéter prend enfin tout son sens et l'ordre est désormais saisi, l'ordre sanctionne. On voit qu'on a de plus en plus de sanctions qui sont prononcées. On voit que la Comadis est de plus en plus saisie. Et dans cette augmentation, là, c'est un point positif. Ça n'est pas de dire qu'il y aurait de plus en plus de comportements déviants ou autres. Non, c'est juste que maintenant, les gens n'ont plus peur et savent qu'ils peuvent se mettre sous la protection de l'ordre. Vous avez justement remarqué une évolution des saisines par les collaborateurs ? Alors, je n'ai pas de chiffre exact à vous donner en tête, hein, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais globalement, oui, ce qu'on entend, c'est que les dossiers sont traités aussi peut-être avec plus d'efficacité. C'est vrai qu'il y a quelques dossiers qui étaient restés peut-être un peu dans les starting blocks. Bon voilà, je pense que les choses se sont pas mal débloquées et que les victimes de harcèlement commencent à voir aussi les effets de leur saisine. Face à la libération de la parole, et notamment dans l'objectif de plus la libérer, de nombreux dispositifs associatifs ont vu le jour. Nous pensons notamment à celui de l'UJA SOS Collaborateurs. Madame Pinblanc, pouvez-vous nous en parler ? Oui, donc effectivement, l'UJA, qui est un syndicat, avait mis en place il y a 20 ans SOS Collaborateurs, et là où c'est un service qui peut accompagner les collaborateurs, notamment les assistants, devant les instances de l'ordre. Mais l'ordre a lui aussi ses propres mécanismes. Par exemple, il y a les référents collaboration qui ont été mis en place. La limite des référents collaboration par rapport à l'action des SOS collaborateurs, c'est que nous, on ne peut pas être jugé partie. Mais qu'en revanche, il y a un avocat tous les jours qui répond à toutes les demandes qui sont formulées tant par téléphone que par une adresse email référent collaboration, et que c'est vraiment des référents collaboration, c'est-à-dire que les référents collaboration répondent tant aux collaborants qu'aux collaborateurs. Donc l'ordre a mis en place un système pour les deux parties, puisqu'il n'y a pas que les collaborateurs qui ont des questions, les collaborants en ont aussi. Et on voit d'ailleurs que ça permet, que ça prévient des difficultés, parce que parfois certaines difficultés naissaient par manque de connaissances. Donc là où en amont ils savent qu'ils peuvent avoir une réponse rapide, efficace, et on peut aussi les orienter notamment vers les différentes instances que sont la commission de difficultés d'exercice en collaboration, mais aussi la Comadis si les propos qui nous sont tenus nécessitent une saisine. Connaissez-vous le compte Instagram Balance ton cabinet d'avocat et qu'en pensez-vous ? Oui, alors en réalité, c'est toute la difficulté à laquelle une institution comme la nôtre est confrontée, qui est de trouver le juste équilibre
entre d'un côté le sentiment d'impunité et une impunité qui est absolument insupportable, et de l'autre côté le respect des principes les plus fondamentaux que sont la présomption d'innocence, le contradictoire, la nécessité de droit de la défense, y compris pour un confrère qui se comporterait mal. On est avant tout avocat. Et c'est vrai que moi je suis assez gênée par des dénonciations anonymes en réalité sur ce type de réseau, alors même que le lieu pour opérer ces dénonciations, c'est l'ordre, c'est notre institution. Mais ça nous oblige aussi justement à faire notre examen de conscience, et on y revient toujours, et à faire passer le message qu'en effet, aujourd'hui, il n'y a plus d'impunité, et que, dans le respect de nos principes généraux, les comportements qui doivent être poursuivis le sont, et les comportements qui doivent être sanctionnés le sont. Oui, donc comme Madame la bâtonnière vous a dit, quand on est avocat, c'est toujours un peu compliqué, ces dénonciations anonymes, publiques, où on n'a pas, la personne qui est mise en cause ne peut pas répondre, là où on ne sait pas si c'est réellement vrai. Donc c'est vrai que ça m'a toujours un peu gênée, là où en fait, s'il y a une vraie difficulté, ben, il faut s'adresser aux bonnes personnes, que sont ou la Comadis ou la commission de difficulté d'exercice en collaboration. De la même manière, parce qu'on voit qu'il y a parfois des problématiques avec les élèves avocats, là aussi pour les élèves avocats, il y a tout un mécanisme de protection qui leur est offert. Donc plutôt que de dénoncer publiquement, il faut aller saisir les instances qui peuvent répondre réellement. De nombreux collaborateurs dénoncent une inertie des instances ordinales. Que leur répondez-vous ? Qu'on avance, que évidemment il y a toujours un décalage entre la réalité et la perception de la réalité, mais je pense qu'il y a quand même ces derniers mois quelques dossiers un peu emblématiques, puisqu'on parle des réseaux, mais il y a aussi la presse qui se fait l'écho d'un certain nombre de dossiers, et je pense qu'on observe maintenant qu'on ne court pas derrière la presse, mais que même quand la presse se fait l'écho de certains dossiers, on a déjà pris les choses en main, là encore dans le respect de nos principes, bien évidemment, présomption d'innocence et respect des droits de la défense. Quel message souhaitez-vous laisser aux collaborateurs et aux futurs collaborateurs qui nous suivent ? Alors déjà, qu'ils font un métier qui est formidable, que si dans un cabinet ça se passe mal, c'est pas pour autant que dans tous les cabinets ça se passe mal, que c'est plutôt à la marge, puisque par exemple, l'Ordre des avocats a mis en place l'année dernière le contrôle a posteriori, ce qui signifie que tous les ans, chaque collaborateur du barreau de Paris recevra un questionnaire pour qu'il puisse nous indiquer comment se passe sa collaboration, tant sur la possibilité de développer sa clientèle personnelle que de savoir s'il peut prendre ses congés, de savoir s'il a été victime de harcèlement ou de discrimination. En fait, il y a tout ce panel qui nous permet de faire un état de comment se passent concrètement les collaborations au sein des cabinets. Et là, on vient d'avoir les résultats du premier sondage, déjà où on a eu de très nombreuses réponses, quasiment 1000, ce qui pourrait paraître peu par rapport aux 12 000 collaborateurs, mais qui par rapport aux statistiques dans ce type de sondage, on est à plus de presque 8% de réponses, donc ce qui est énorme. Et notamment, ce qui était très positif dans ces réponses, c'est qu'on voit que globalement, on est sur des réponses positives. S'agissant du harcèlement et de la discrimination, on voit que sur les réponses, il n'y en a que 15% qui nous ont dit avoir été témoins ou victimes de comportements de harcèlement ou de discrimination. On voit que finalement, contrairement à ce qu'on pense, puisque n'est relayé d'un point de vue public que ce qui ne va pas. Et là, justement, le but de ce questionnaire, c'était de savoir s'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais de savoir aussi si, globalement, les choses se passaient bien. Et les premiers résultats permettent d'être optimistes, puisque la collaboration libérale au sein du barreau de Paris se passe plutôt globalement bien. Un message d'espoir, c'est-à-dire qu'on a une profession qui est absolument extraordinaire parce qu'elle vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours, parce qu'elle offre une liberté importante une fois qu'on a appris et avancé dans son apprentissage, et qu'il ne faut pas en avoir peur, et que heureusement, à l'échelle d'un barreau de 34 000 membres, bien évidemment, ces comportements-là sont heureusement minoritaires. Et on a heureusement aussi quelques grands et beaux avocats et quelques grandes et belles avocates
avocates qui ont le sens de la transmission, du compagnonnage et de ce que doit être une collaboration équilibrée et animée par le sens de la transmission. Donc il faut faire le pari que, heureusement, ceux-là sont les plus nombreux et venir nous voir et ne pas hésiter en effet à dénoncer les éventuels comportements négatifs et pathologiques, parce qu'encore une fois, on est là pour les traiter et encore une fois, c'est à l'ordre de les traiter. Madame la bâtonnière, Madame Pain-Blanc, merci beaucoup.